Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Focus, le format interview de Digital Marketing for Pro. Alors si vous découvrez ce podcast, Digital Marketing for Pro, c'est une émission conçue pour aider les professionnels du marketing à challenger leur stratégie et les rendre toujours plus performantes. Notre mission, elle est simple, vous donner les clés pour mieux comprendre les évolutions du marketing digital et surtout savoir comment les transformer en actions concrètes. Alors pour cela, nous avons imaginé deux formats complémentaires. Tout d'abord, le résumé de l'actualité digitale. Tous les 15 jours, on décrypte les temps forts du marketing en moins de 30 minutes. Un format clair, synthétique, pour rester à jour sans y consacrer des heures. Et puis il y a Focus, le format du jour, le format où l'on prend le temps. À chaque épisode, on part d'une vraie question, celle que se posent les marketeurs face à une nouvelle tendance, un changement d'algorithme, un outil, une évolution du marché. On invite un expert, on creuse, on challenge les certitudes, on confronte des promesses à la réalité opérationnelle. Pas de théorie hors sol, pas de discours commercial déguisé, pas de webinaire où tout le monde perd son temps, mais une analyse approfondie, des retours d'expériences concrets et des pistes réellement activables. Focus, c'est notre façon d'aller plus loin que l'information pour vous aider à mieux piloter et mieux décider. Le digital a profondément transformé le marketing. Il a ouvert de nouveaux territoires d'expression, de nouveaux formats, des leviers plus accessibles, plus rapides à activer, souvent moins coûteux à déployer que les supports en marketing traditionnels. Mais surtout, il a apporté quelque chose de décisif, la capacité de mesurer. Pour la première fois, les équipes marketing ont pu relier leurs actions à des résultats chiffrés. Trafic, conversion, chiffre d'affaires. Et avec cette donnée, quelque chose a changé dans les entreprises. Le marketing a tout simplement gagné en crédibilité. Quand on explique en comité de direction qu'une campagne LinkedIn a généré 200 000 euros de chiffre d'affaires, on rend l'impact du marketing tangible. On parle enfin le langage du business. Et naturellement, les freins à l'investissement se lèvent. Mais aujourd'hui, cette promesse de précision est de plus en plus questionnée. Entre les biais des plateformes publicitaires, la complexité croissante des modèles d'attribution, la multiplication des points de contact, les silos internes entre CRM, analytics et finances, et la pression toujours plus forte des directions financières, la mesure de la performance marketing est devenue à la fois centrale et aussi fragile. On a des dashboards de plus en plus sophistiqués, des indicateurs de plus en plus précis. Mais est-ce que cette précision est synonyme de vérité? Ou est-ce qu'on confond parfois performance mesurée et la performance réelle? Alors la vraie question, c'est la question de cet épisode. Peut-on encore faire confiance à notre ROI? Pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir Olivier Guillaume. Olivier fait tout simplement partie des pionniers du Web Analytics en France. Il travaille depuis plus de 15 ans sur les problématiques de mesure de performance marketing et commerciale. Il a accompagné de grandes organisations comme Vinci, le Stade de France, Honda ou encore Coyote. Il a quasiment vu naître Google Analytics. Il a vu l'explosion de l'attribution et de ses dashboards ROI. Et aujourd'hui, il invite les entreprises à revoir leur manière de lire la performance. Bonjour Olivier. Salut Kevin. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci d'avoir accepté d'échanger sur un sujet aussi complexe. Euh, On a plein de choses à se raconter. On va essayer de vulgariser au maximum. On va essayer de donner un maximum d'exemples. Je sais que tu es très fort pour la pédagogie, donc tout le monde va comprendre les sujets de web analyse et l'enjeu qu'on a aujourd'hui en 2026. Mais avant de rentrer dans l'explication, est-ce que tu peux nous raconter un peu ton parcours et comment aujourd'hui on peut t'afficher comme l'un des premiers web analystes en France? Alors déjà, en toute chose, moi, déjà, je suis très touché et très honoré d'être là, donc merci. Et effectivement, c'était en 2008-2009, donc c'était un autre monde. C'était à l'époque où j'ai commencé à l'époque où en fait Google venait de racheter une boîte qui s'appelle Urchin donc, pour créer la technologie Google Analytics. Et à l'époque, voilà, c'était un peu le début de la partie measurement, performance, et on était dans
à l'époque une pensée qui est largement contestée aujourd'hui, qui est de dire c'est génial le digital, je peux tout mesurer et avoir en direct, quasiment en temps réel, mes performances marketing et digital au sens large. Et donc moi, en fait, Olivier, j'ai suivi ce train-là au fil des années. Je me suis occupé, j'ai commencé dans le Nord, la terre du e-commerce et du retail dans le Nord, chez une société qui s'appelle Beke, où j'ai beaucoup appris sur la partie marketing client. Après, j'ai eu la chance de rejoindre le groupe Auchan sur la partie e-commerce, analytics. Et après, j'ai créé Quanti, qui là a plus une vocation logicielle et qui résout le problème des sources éparpillées, de la donnée éparpillée dans tous les sens et qui permet voilà d'agréger tout ça et de faciliter, en tout cas de résoudre le problème de lecture de performance marketing et digital au sens large. Très bien. Tu l'as dit, la promesse du digital, en effet, c'est qu'on puisse, tout mesurer, quasiment à l'instantané et en plus, à l'époque, avec un outil, gratuit qui était Google Analytics, qui est toujours, hein, gratuit. En préparant cette émission, tu m'as un peu expliqué, la stratégie de Google avec cet outil Analytics gratuit, surtout que, bah, ils ont fait des acquisitions enfin, ils l'ont monté via une acquisition payante, donc pourquoi rendre cet outil gratuit? Est-ce que, avant qu'on rentre vraiment dans le cœur de notre sujet, tu peux nous en dire un peu plus sur, pourquoi Google Analytics c'est gratuit? Pourquoi il est resté gratuit à travers le temps? Alors, c'est de ma fenêtre. Moi, ce que je vois, c'est que Google Analytics a longtemps été un produit d'appel pour Google Ads. Aujourd'hui, la majorité des revenus de Google reste la publicité payante via Google Ads. Et l'intérêt pour Google d'offrir la lecture, le thermomètre avec la dépense publicitaire permettait de faciliter l'adoption de l'achat de publicité vers Google Ads. Alors bien sûr, euh, pourquoi c'est gratuit parce que je viens d'expliquer, mais il y a aussi d'autres biais à avoir en tête, c'est que voilà, Google Analytics a ses propres, comme tout outil d'ailleurs, il n'y a pas que Google, a ses propres hypothèses de mesure dont on peut se poser la question effectivement le fait de favoriser Google Ads. Et ça, on peut en parler après, mais il y a la première grande hypothèse de la mesure publicitaire via Google Analytics, c'est que tout ce qui n'est pas cliqué n'apparaîtra pas dans Google Analytics. Euh, Ça, c'est le premier grand biais du marketing. Si on reprend les grands leviers du marketing, ça commence par votre copain qui vous fait une recommandation d'achat, ou tout simplement d'influence pour dire bah, c'était bien, j'ai apprécié cette expérience ou l'achat de ce produit. Bon, bah, ça apparaît pas dans Google Analytics. Les campagnes publicitaires télé, ça apparaît pas dans Google Analytics. L'écoute radio, il y a beaucoup de leviers qui n'apparaissent pas dans Google Analytics. Et c'est aussi, je pense, voilà, cet axe d'entrée qu'il faut avoir en tête quand on lit un Google Analytics. C'est toute la différence entre les données justes et les données utiles. Voilà. Les données justes et les données utiles. On va en parler. Alors du coup, Heu, moi, je me rappelle, qu'on a commencé à monter, des WordPress, des choses comme ça. D'un point de vue analytics, le réflexe était, bah, de mettre le tracking Google Analytics, de se monter une interface et de suivre notre audience, comme ça. Alors quand je parle de WordPress, on parle plutôt de site de contenu et tout. Mais, demain, je monte une entreprise, j'ai envie d'avoir un suivi de cette performance-là, digitale. Hem Du coup, ta recommandation, ça serait encore d'utiliser Google Analytics ou pas? Je pense que c'est un bon outil. Tout dépend de ce qu'on veut faire. Je pense il faut faire un pas de côté et se dire euh, qu'est-ce que je veux atteindre et comment je veux l'atteindre. Ça, c'est hyper important. Je pense qu'il faut commencer par se poser ces questions-là. Et ça dépend beaucoup du type de business dans lequel on est. Par exemple, je sais pas si vous êtes e-commerçant, et votre ça dépend aussi de votre stade de maturité. Quand vous commencez, vous mettez un premier budget marketing sur la table. Je pense que ce qu'il faut pas perdre de vue, c'est de garder la mesure vraiment top line macro, parce que c'est celle-là qui compte. Hein,
ce que vous avez dans le compte en banque, c'est ce que vous avez dans votre euh, order management qui fait foi. Et je pense qu'après, il faut essayer de, si vous voulez un niveau plus fin, ça peut être utile, Google Analytics ou autre, hein. D'ailleurs, il y a d'autres outils qui existent. Mais c'est de toujours garder la lecture de Google Analytics en rapprochant le global, parce que de temps en temps, vous pouvez avoir des performances dans l'écosystème Google Analytics qui soient euh, flatteurs pour Google, flatteurs pour certains leviers, alors que vous voyez rien au global. Et donc, c'est bien de le mettre toujours en confrontation de la réalité client et business. Est-ce qu'on peut se dire que si notre activité et notre marketing est principalement organique, on fait pas d'investissement publicitaire, est-ce qu'on peut se dire qu'un Google Analytics correspond, enfin répond à des besoins très basiques de audience, les pages les plus vues, et j'ai pas besoin d'aller plus loin à partir du moment où je fais pas d'acquisition payante? Ouais, je pense que ça peut servir à avoir déjà des notions de globales de l'audience qui est en place et qui transite par les pages, d'avoir des grands ratios des 80-20 sur son site, si on reprend l'exemple d'un e-commerçant ou du lead gen en général. Ça peut être bien de voir quelles sont les grandes pages consultées, quels sont les grands parcours qui mènent à la conversion, quels sont peut-être les bugs, les zones de blocage, ça peut être utile. Mais je pense qu'il faut aussi surtout garder encore la vision globale et se dire qu'est-ce que je veux. Prenons l'exemple toujours des activités marchandes en ligne. Si on s'expose à des avis clients, bah, c'est bien de suivre ces avis clients aussi. C'est peut-être même plus important que d'aller dans Google Analytics. Aller suivre son exposition de son search, par exemple, de son moteur de recherche. Si on vend de l'équipement, par exemple, et qu'on est exposé à des concurrents et qu'on se bat sur la bataille des moteurs de recherche, je pense que Google Search Console peut être un bon entrant. Et, euh, et voilà, je pense aussi, moi, bêtement, quand on est exposé à des sujets très comparables, des produits très comparables, aller faire un relevé de prix sur 3 permanents de ses concurrents dans un simple Google Sheet, ça peut être très utile aussi. Voilà, je pense qu'il faut essayer de se dire, encore une fois, quelle atteinte de l'objectif je veux, quels sont mes niveaux secondaires que je veux performer, sur lesquels je mets l'effort financier, humain, pour atteindre l'objectif et de bien suivre ça. Et c'est surtout d'attendre, parce que le marketing, ça arrive pas tout de suite. Donc, il faut se donner des séquences de 6 mois, des séquences de 3 à 6 mois. Pour les grandes organisations, j'irais même jusqu'au pluriannuel. Il faut avoir des stratégies dans le temps et essayer de mettre des paris dessus. Aujourd'hui, on a de moins en moins de signaux qui permettent de capter le parcours des visiteurs. C'est de plus en plus faux, de plus en plus contesté, comme je le disais en intro. Et je pense qu'encore une fois, de garder une vision globale avec vraiment des atteintes progressives de là où je mets l'effort et de regarder ce que ça a donné avec des séquences, c'est beaucoup plus pertinent. Donc là, si on prend un exemple concret, je monte ma boîte de climatisation pour yacht. Voilà. Marché de niche, etc. Je décide de prévoir un petit budget Google Ads, potentiellement un budget Instagram également, parce que, enfin, Meta Ads, parce que c'est sympa d'un point de vue niche comme ça, d'avoir la finesse publicitaire, etc. Tu... Mais par contre, je n'y connais rien du tout en tout ce qui va être analytics. Tu me recommandes de faire quoi pour être certain de suivre les bonnes métriques et d'avoir un premier dashboard de suivi? Mais je pense que si dans ton cas précis, c'est dans le cas d'un lancement et que le parti pris pour vendre des climatisations sur des yachts, donc il y a un contexte B2B, enfin un contexte de génération de leads, puis où on convertit hors du digital. Il faut essayer je pense, de partir de l'exposition, de comment en fait mes clients vont me mettre dans le paysage de l'offre. Donc ça peut être Search Console, ça peut être de l'organique, les leviers organiques. Donc on va regarder ces leviers-là. Et les outils SEO, quoi. Exactement.
Je pense que, euh, j'irais même jusqu'à dire que même regarder ce qui se passe sur les fiches My Business, l'exposition des Google My Profile, des fiches business sur Google peut être intéressante. Ensuite, la génération de leads qui se fait online, a priori, dans ton exemple, je pense que effectivement un outil d'analytics peut être intéressant. Ça, c'est le deuxième grande typologie de données. Et puis après, il y a la troisième qui est très importante aussi, c'est celle de la partie comment je fais pour animer mon lead et comment je fais pour le convertir, parce que ça va pas se faire en une fois. Et donc ça, il y a tout ce processus-là après la conversion online, qui est très importante. Et après, il y a un dernier point qu'on fait pas trop, mais qui est très important, c'est sur les clients, de leur demander comment en fait ils avaient pris connaissance de l'offre, comment ils avaient découvert finalement l'activité naissante. Et ça, c'est hyper important. Et les entreprises le font très bien souvent en B2B. Vous demandez à un sales B2B comment ils ont connu les clients, il sait vous répondre. Vous demandez ça à un client B2C, il le sait déjà un peu moins. Et ça, c'est un cas, je reviens un peu sur ce petit détail, voilà, de partir du cas de l'exposition générale, combien j'ai fait d'impressions, est-ce que les gens ont globalement été intéressés, taux de clics, etc. Combien j'ai fait de visites, est-ce qu'ils ont réussi à naviguer sur mon site, et après, est-ce que j'étais bon commercialement pour transformer mes leads, et est-ce que la source de mon lead était vraiment une source qualifiée en marketing. Et donc, il y a bien vraiment trois typologies de données à regarder, je pense. C'est vraiment ce hors du site, le marketing, on dit souvent top funnel, c'est-à-dire vraiment l'aspect marketing d'exposition, de diffusion, d'influence. Là, Awareness. voilà, l'awareness, la capacité à convertir cette awareness en piste de vente, hein, en permission à contacter un lead, qui fait partie du marketing de la permission encore. Et puis la partie vraiment sales, qui a la transformation en plusieurs rendez-vous, vraiment c'est et afin après de reboucler ça avec une qualification post-achat. Et du coup, c'est hyper important ton analyse parce que moi qui suis, enfin, je connais un petit peu ce genre de sujet, mais pas autant que toi, hein, tu restes un expert. Et quand j'en parle à, par exemple, des juniors, qu'on leur parle du web analyse, qu'on parle de l'analyse data marketing, ils s'imaginent tout de suite Google Analytics. Toi, ce que tu es en train de dire, c'est que Google Analytics est une fenêtre pour garder la performance marketing, mais qu'il faut regarder à chaque étape là où est la donnée, un peu dans le CRM, dans l'outil de marketing automation, en tout cas de gestion de formulaire, euh, d'un point de vue des régies, aussi d'un point de vue SEO, et qu'en fait, c'est l'agrégation de toutes ces données dispatchées dans toute cette plateforme-là qui permet d'avoir une vision fiable de la donnée. Et c'est ça que j'ai compris. Tu me dis si je dis Oui, n'importe quoi. oui, c'est ça mon propos, c'est vraiment enfin, de ces 15 années à avoir regardé de ma fenêtre hein, ce qui se passait, c'est que il faut pas plonger dans l'outil. Et faut pas plonger dans la promesse des éditeurs de logiciels, et pourtant c'est un éditeur de logiciels qui vous le dit. C'est plutôt un sujet méthodologique que technologique. Il faut vraiment bien prendre son temps, bien respirer en se disant qu'est-ce que je veux voir, et c'est vraiment si on raisonne hors contrainte, qu'est-ce qu'il me faudrait comme données très simples. Parce qu'il faut savoir aussi, il y a un sujet en fait clé aussi qu'on voit dans les organisations, c'est plus il y a d'outils, plus c'est complexe et moins on fait de choses. Parce que euh, voilà, on a multiplié les thermomètres. J'ai mon outil de CRO, j'ai mon outil d'attribution, j'ai mon outil de analyse de la voix client, j'ai plein d'outils. J'ai Google Analytics 4 qui traîne. J'ai aussi j'en ai mis un deuxième parce que j'étais pas sûr de la donnée. J'ai remis le server side, j'ai ma CMP. En fait, c'est le serveur consentement. Je sais plus si c'est avec consentement. Enfin bref, il y a plein de complexités. Dès qu'on met un outil, on se dit ah ça va me résoudre plein de trucs, mais en fait ce qu'on oublie c'est que ça ramène aussi beaucoup de problèmes. Euh, il faut maintenir ces outils, il faut que les gens en fait soient formés, sachent qu'il faut les récupérer. Donc je pense qu'avant de rentrer dans ce genre de décision, il vaut mieux se dire mais qu'est-ce que je veux vraiment et je vais vraiment aller chercher dans les outils ce que je veux. Souvent, on peut être pris au piège du côté un peu gadget, qui est de dire bah parce que Google Analytics me dit de lire ce rapport, alors je dois renseigner en données ce rapport. Et ben plus vous faites ça,
plus vous créez des dépendances, plus vous créez de la maintenabilité, plus vous créez des coûts, plus vous créez de la complexité qui fait qu'à la fin, ben, on n'arrive pas, on n'en fait plus rien, en fait, on n'optimise plus rien. Et si voilà, on se pose les bonnes questions en amont, je pense que, alors c'est très facile à dire, maintenant, le faire, mais en tout cas, je pense que commencer sa réflexion dans un tableur, vas-y, si j'ai ces trois tableaux-là en entrée, je serais déjà super content. Et surtout, se poser la question de, au-delà de qu'est-ce qu'il faut mesurer, qu'est-ce que je dois pas mesurer. Je pense que c'est bien aussi d'exclure des choses en disant, je reste dans mon 80-20, je regarde si déjà j'arrive à optimiser avec ce que j'ai, et après j'itère. Je pense qu'il faut pas confondre lancement et optimisation. Au début, quand on n'a rien, on se lance avec le 80-20, avec très peu de choses, et si jamais on voit qu'il y a un levier de performance et d'optimisation, là, on investit, quoi. Voilà. C'est un peu Marocco. Le, le 80-20, tu fais référence à la loi de Pareto, mais du coup, mis dans un contexte digital. Oui, c'est ça, c'est que je pense que euh, si on se dit, je sais pas, allez, j'investis sur des plateformes d'affiliation, je fais un peu d'events online, je fais un peu d'events offline et j'investis en SEO, ben, voilà, je pense qu'il faut prendre les 80% de là où on met l'investissement et de regarder ces 80% et s'outiller sur ces 80% s'il le faut. Et on laissera ces 20%, on les traitera dans un deuxième temps. Mais je pense qu'il faut essayer de garder ça en tête et mettre les outils en aval d'une réflexion et pas en avant. Voilà. Ok. Alors, moi, je me mets à ma propre place. En plus, c'est une discussion qu'on a déjà eue dans une relation de partenaire par le passé, etc. Euh, J'ai un outil qui s'appelle Google Analytics. J'ai un outil de Market Auto. J'ai un outil de CRM. J'ai également des outils, enfin de la data également dans tout ce qui est régie, etc. Donc tu me dis, bah typiquement, si je fais ma pub sur Instagram, je vais regarder sur Meta Ads les perfs de ma pub. Je sais que ça va me faire des clics. Donc du coup derrière ces clics-là, s'ils ont converti, je vais regarder dans Google Analytics que je mets aussi en parallèle avec mon logiciel marketing. Et après, je regarde dans mon CRM, donc je suis déjà sur ma troisième ou quatrième fenêtre, voir si ce lead-là, il a converti, etc. Ça, je comprends bien la logique. Par contre, et c'est déjà une problématique qu'on a déjà rencontrée, c'est que sur ces quatre fenêtres, je peux avoir des informations très différentes. Meta peut me dire, ah oui, mais en fait, on t'a envoyé 50 clics. Google me dire, bah, moi, en fait, de cette source-là, j'en ai que 30. Mais par contre, sur ces 30-là, tu as fait tant de soumissions de formulaires que je n'arrive pas à mettre en corrélation avec mon outil marketing. Et en fait, à chaque fois, tu as des chiffres différents parce que tu as des référentiels différents. Donc, je comprends très bien ta recommandation qui est d'aller sur du multi-outil, mais comment, en fait, tu arrives à faire le lien entre tous les outils puisqu'ils n'ont pas le même référentiel? Alors, déjà sur la question des référentiels, effectivement, la manière de s'attribuer du chiffre d'affaires dépend des outils. Et donc, ce qui fait qu'on a des hypothèses de mesure différentes. Donc, si vous allez dans Google Ads, vous faites des campagnes Google Ads, vous faites regarder votre chiffre d'affaires, il y a des hypothèses d'attribution qui vont être les leurs, souvent post-click 30 jours. Et donc, si ça veut dire que si quelqu'un a cliqué ou vu, ou d'ailleurs ça peut être le cas aussi, vu une annonce sur les supports de Google et qui passe par chez vous, en fait, Google va dire c'est grâce à moi qu'il a fait la vente. Ça, c'est un premier point. Pareil sur Meta, si vous voyez sans cliquer une publicité et que vous allez commander sur Meta, il va s'attribuer le chiffre et y compris pour les outils routeur email etc. Moi, je pense qu'il faut revenir et là, on peut partir dans quelque chose de super compliqué, très coûteux, chronophage, qui est les logiques d'attribution. Euh, alors voilà, on va pas rentrer là-dedans, mais il y a plein d'hypothèses d'attribution. Est-ce que c'est le premier qui a cliqué? Est-ce que c'est le dernier? Est-ce qu'on pondère les éléments? Est-ce qu'on fait du marketing mix modeling, etc. Si on reprend le cas très simple de dire qu'est-ce que je veux mesurer, en fait, déjà sur cette partie publicitaire dont tu viens de parler,
on peut se dire que sur les plateformes, ce que je veux, c'est de la diffusion. Je veux la diffusion et de l'interaction. Je peux déjà partir de mon KPI impression, taux de clics, taux d'interaction avec mon Instagram, avec mon Meta, mon Google, etc. Et c'est ça que je veux. Je veux faire du bon marketing. Je veux que ça interagisse. Là, j'en suis sur la partie awareness. Après, je descends, j'isole. Donc là, je suis sur je parlerai après de comment on crée la tuyauterie pour avoir ces données, mais ça, on peut déjà rester là-dessus. Et on a des objectifs, en fait, de diffusion, d'exposition. Est-ce qu'on est visible? Après, il y a l'objectif du site. L'objectif du site, c'est une fois qu'il a des visites, c'est de euh, voilà, convertir ces sites, faire en sorte qu'on arrive à passer de l'awareness à un désir d'achat ou de conversion. Et dans ce cas-là, on regarde des indicateurs de taux de conversion, d'audience générale sur le site, par où il rentre, etc. Et après, sur le CRM, j'ai vraiment un effet tunnel où j'ai une piste de vente et après, je le, je le, je regarde comment j'ai été en capacité de succéder des rendez-vous et de faire la vente. Pour avoir ces données-là, alors, le truc, c'est que ces données sont éparpillées. Alors, c'est justement la problématique de Quanti, hein. On va pas faire la pub, mais c'est quand même un peu ce qu'on fait. Mais, euh, donc, on va Au en parler. passage. Mais en gros, voilà, en fait, tout ce qu'on dit, c'est que dans les organisations, la donnée est éparpillée. Ils peuvent pas avoir cette vue de vérité qui fait que toutes les personnes de l'organisation regardent dans la même chose. En fait, dans les organisations, souvent, vous avez la personne du marketing qui regarde GAK, dans le marketing client, il regarde leur CRM, le CFO regarde un chiffre d'affaires après net, après retour, si on prend l'e-commerce, etc. Le directeur général il demande quels sont mes chiffres, et puis il a une réponse différente par, par direction. Et ça, c'est vraiment infernal, quoi. Je pense que ça, les personnes qui nous écoutent, ceux qui ont des réunions le lundi matin s'en rendent compte. On n'en sort pas et on est dans des discussions de thermomètre et de boussole plus que d'optimisation. Comment je fais parce que ce qu'on veut, c'est vraiment de se dire comment on fait un meilleur marketing, comment on fait de la meilleure performance commerciale et digitale. Et en fait, il y a plein d'outils aujourd'hui qui existent, même en dehors de Quanti, hein, qui permettent de agréger les données au même endroit. Alors, il se trouve que nous, on a pris le parti pris de faire ça dans Data Warehouse. Vous mettez ça au même endroit, vous vous connectez, ça aspire toutes les données éparpillées, ça la met au même endroit. Et comme ça, en fait, vous avez une lecture centralisée des sujets. Voilà. Une fois que vous avez ça, vous avez défini en amont, comme je l'ai dit, vos bons KPI de suivi. Ça peut être dans des outils de BI, dans des tableurs, dans des Google Sheets, peu importe. L'idée, c'est que vous regardiez tous la même donnée. Parce que comme ça, on peut discuter de la même chose. Ça, c'est le deuxième point. Et après, enfin, je sais pas si tu as prévu de parler de sujets d'IA, mais il y a aussi un grand point qu'on voit arriver, qui est déjà le présent, donc qui est aussi de plus en plus le futur, c'est que il y a beaucoup de données granulaires qu'un être humain peut pas analyser. Enfin, en tout cas, c'est difficile. Si je prends une longue traîne de landing page, si je prends des catalogues produits à rallonge, si je pense des mots-clés Google Ads ou SEO, analyser les perfs très fines de ça pour optimiser vraiment dans le détail les sujets, c'est très difficile. Et donc là, c'est vrai que les technologies aident beaucoup. C'est que, alors, je suis quanti c'est ça, enfin, pouvez connecter, rendre disponible cette donnée au LLM. Et là, le LLM fait bien son travail de aller explorer la performance dans ces niveaux très granulaires de données pour synthétiser la performance. Mais, encore une fois, je mets un grand mais, tout cela n'est possible que si les instructions sont bonnes. Hein. Là, on dit toujours, il n'y a pas de mauvaise réponse de la part des LLM, il n'y a que des mauvaises instructions. Je pense que c'est encore plus vrai dans ce cas-là. Il faut vraiment bien savoir ce qu'on veut en amont. D'où la question, j'en reviens à mon premier sujet, je me répète beaucoup, mais des objectifs, de bien savoir ce qu'on veut et quels sont les efforts qu'on met pour atteindre ces objectifs. Moi, il y a une analogie que j'aime beaucoup avec l'IA, c'est que l'humain doit rester maître du premier et du dernier kilomètre avec l'IA. Le prompt et la vérification avant publication. Et ça, c'est pour tous les domaines d'utilisation de l'IA. C'est que l'IA peut accélérer énormément, mais à condition que l'humain reste maître au premier et au dernier kilomètre.
T'as dit plein de choses intéressantes. Du coup, j'étais obligé de faire comme dans les débats politiques, de me noter des points à remettre, etc. Je pense notamment à quand tu as parlé de données qui n'étaient pas du tout traitées, enfin traitables même par un humain. Je pense la donnée analytics d'un Auchan, quoi, sur la partie e-commerce, le catalogue, il est énorme. Si tu as envie d'avoir des vrais métriques pour en sortir, à l'époque, t'étais Auchan, il n'y avait pas de l'IA, mais j'imagine qu'aujourd'hui, ils fonctionnent vachement là-dessus pour essayer de sortir de la donnée fiable. Ouais, c'est ça. Et je pense que même plus généralement, toutes les organisations sont confrontées à ça très rapidement, en fait. On va reprendre. Moi, j'aime bien ton exemple d'une personne qui se lance ou qui. J'aime bien parler aussi des problématiques des PME, tu vois, parce que je pense que c'est aussi des gens qui sont exposés à ça. Les grands comptes, tu vois, on peut se dire, ouais, c'est bon, ils ont des équipes, ils sont outillés. Et je pense ils ont aussi leurs problèmes, leurs défis, leurs challenges. Mais il y a aussi toute voilà, ces gens qui n'ont pas ces équipes-là, pas ces dimensionnements d'outillage, et qui sont pourtant des catalogues de plusieurs milliers de références. Je reviens sur mes avis clients, mais parce que je pense que c'est un truc sous-exploité aujourd'hui. Mais quand vous branchez un connecteur, par exemple, je sais pas, Trusted Shop ou Avis Vérifié, bah, vous avez vraiment dans vos données bah, la capacité déjà, de suivre de manière globale les avis clients, mais aussi, je reprends le sujet LLM, bah, votre LLM, lui, il peut facilement aller lire 5000 avis ou même 40 avis par semaine sur différentes plateformes et vous sortir la tonalité générale de ce qui s'est passé. Et on apprend énormément de choses parce que c'est vrai on peut pas humainement aller lire chaque avis toutes les semaines. On n'a pas envie de faire ça. Enfin, on n'a pas envie. On le fait sur quelques avis peut-être pour certains d'entre nous, mais on peut pas humainement faire tout ça. Et donc, je pense que sur tous ces aspects de données très granulaires, mais qui peut nous donner des informations vraiment hyper clés hein, sur l'optimisation et la vue aussi du client réel. Hein, je pense qu'il faut aussi rester dans le réel. C'est vraiment utile. C'est vraiment utile de fonctionner avec une approche simple mais centralisée de ce qu'on veut regarder. Voilà. Bah, justement, si on résume simplement ce que tu viens juste de nous dire, euh, si je mets en place une stratégie digitale, je suis une PME, voilà, on reprend mon exemple de vendeur de clim, etc. L'idée, c'est pas de regarder la data uniquement depuis Google Analytics. C'est une façon de voir les choses, mais que ça va être une donnée parcellaire. Que l'ambition de tout centraliser dans un outil tiers, c'est une solution, mais à condition d'avoir choisi le KPI qu'on veut regarder en fonction des plateformes. Donc sur Meta, moi, ce qui m'intéresse, c'est d'avoir le nombre d'impressions et le taux de clic sur ma publicité. Sur mon site internet, ça va être mon taux de conversion du visiteur à ma soumission de forme, etc., etc. C'est qu'une fois qu'on a déterminé quels sont les KPI vraiment à analyser, que derrière, on essaye d'avoir un peu une vue macro. Soit on a alors regardé ces KPI dans chacune de ces plateformes-là, soit à travers un dashboard ou un outil tiers pour avoir la vue globale, et qu'il ne faut pas passer une énergie folle à essayer de tout réunir au même endroit. Alors, ouais, c'est ça. Moi, je pense que il faut rester. Je pense en fait, c'est surtout qu'il faut pas essayer de tout centraliser au visiteur. Enfin, c'est pas possible ça. C'est un visiteur qui visite les plateformes. Jamais Google et Facebook vous donneront l'information de ce visiteur-là a vu telle publicité. Je vois quand même sur le marché de temps en temps des promesses de ce genre-là, mais je pense elle existera jamais. Jamais, en fait, on aura ce visiteur-là à parler à son ami dans la voiture de votre marque et ça fait une ligne de plus dans votre base de données pour créer des règles d'attribution. Ça n'existe pas, ça n'existera jamais et ça existe de moins en moins parce que même sur l'aspect mesurable, Google a de moins en moins de signaux. Vous avez le multi-device quand il y a un client qui prend son téléphone, qui va sur son ordinateur, qui change de browser, qui va sur sa tablette, peu importe.
il a, en fait, c'est des visiteurs différents déjà dans votre base de données. Sauf si, alors, à part quelques petits, petits tricks techniques, mais globalement, ça sera un autre visiteur. Donc, en fait, la donnée, vous l'avez pas. En fait, la donnée qui compte, il y a beaucoup de données qu'on a qui comptent pas vraiment. Il y a certainement aussi beaucoup de données qui comptent qu'on n'a pas. Et le problème, c'est qu'est-ce qu'on fait avec tout ça? Et je pense qu'aujourd'hui, il faut essayer aussi de prendre un peu de recul par rapport à toute technologie, que la réponse, c'est la technologie. C'est pas vrai. Il y a plein d'organisations qui ont fait un très très bon marketing, qui sont des grands succès commerciaux, qui avaient finalement, qui n'avaient pas de meilleurs outils que les organisations. Voilà, donc c'est vraiment pas une question outil, c'est vraiment une question euh, approche, j'en reviens là-dessus. Et je pense que si que, par exemple, on peut prendre aussi un autre exemple de ce qui arrive là, ça va être encore plus vrai, mais je pense que la publicité dans OpenAI, dans ChatGPT, c'est une publicité au CPM. Et ça veut dire ce que ça veut dire. Ça veut dire que ChatGPT, alors ça reste encore marginal, mais ils vont pousser de l'affichage. Donc ils vont pas pousser les gens à cliquer. Donc en fait, les outils d'analytics traditionnels qui mesurent ce qui se passe après un clic, euh, vont pas voir en fait l'impact de ça. Mais il faut l'avoir en tête, voilà, c'est tout. Alors c'est très clair. Je vais même parler encore plus clair en citant notre exemple commun avec Olivier. Olivier, on s'est connus à l'époque où je m'occupais du marketing du Stade de France. Et je suis arrivé dans une entreprise qui avait un pilotage vraiment au doigt mouillé. On va pas se mentir. Je me rappelle très bien de mes premiers mois au Stade de France en disant, bah, il y a une régie avec qui on a l'habitude de travailler, elle nous relance pour savoir si on va retravailler avec eux cette année. Qu'est-ce que vous en pensez? Ouais, bah la campagne, ça a marché. Je dis, ok, on a quoi comme chiffre? Il dit, bah on a vu un pic sur le nombre de demandes. J'ai fait, ok, donc là, le niveau de data, c'était ça. Et moi, j'ai arrivé avec une ambition qui était, bah, il y a quasiment 10 ans, hein, enfin, à quelques années près, mais pour dire que aussi beaucoup de choses ont évolué entre-temps, de se dire, bah moi, je suis dans un écosystème Salesforce. J'ai Google Analytics. On utilise beaucoup de notre principaux canal d'acquisition payant, c'est Google AdWords. Je veux tout centraliser dans un Google Analytics pour dire, bah, Google Analytics me dit sur l'investissement d'argent que j'ai mis, ça m'a fait tant de soumissions de formulaires et tant de parties e-commerce, etc. Et on avait travaillé avec Olivier là-dessus. Sauf que si je comprends bien ce que tu me dis, aujourd'hui, tu ferais plus du tout la même recommandation qu'il y a 10 ans. Alors, c'est- on avait travaillé vraiment la conversion on-site, etc. Et c'est vrai, c'était le canal important. Et donc très bien. Effectivement, aujourd'hui, le contexte mesure a changé. C'est extrêmement dégradé. Et là, on pouvait encore croire quelques promesses qui étaient de se dire, bon, je vais pouvoir tout, à peu près tout mesurer. J'ai mon client. En fait, mon consommateur, mon client, il a un device, il a un ordinateur, il est vraiment, le taux de multi-device était très faible. J'avais pas d'adblocker, j'avais pas de, Data privacy. j'étais dans des mécaniques de distribution de mon produit, de mon service qui étaient très monocanal. Euh, J'avais pas trop de concurrents, les avis, je m'en fichais un peu. Là, ok. On peut considérer qu'on se remet dans une approche un peu à l'ancienne, très orientée Google Analytics only. Je pense que maintenant, il faut dépasser ça, parce que voilà, je pense que la mesure des comportements clients dépasse largement le cadre de ce que peut mesurer Google Analytics.
Et c'est tout l'objectif de ce podcast, c'est de se reposer cette question-là de le suivi de ROI comme on pense généralement en ROI, donc c'est la vision d'il y a 10-15 ans, de dire bah, je mets 1000 euros dans AdWords, combien ça me fait en chiffre d'affaires derrière et en bénéfice net, etc. C'est toute la question qu'on se pose aujourd'hui. Et donc, si on a envie de rentrer vraiment dans le cœur du truc, on l'a dit, le calcul de ROI, c'est aussi, et je le pense sincèrement, rendu le marketing encore plus crédible à l'intérieur des entreprises, que les comités de direction ont pris la mesure de la puissance business que peut avoir le marketing. Et donc là, aujourd'hui, vis-à-vis de ce que tu me racontes, moi, j'ai mon PDG demain qui vient me voir et qui me dit, OK, comme prouve-moi que je vais donner un chiffre complètement aléatoire pour éviter qu'on croie que c'est de la vraie donnée. Un chiffre sur ton budget de 25 millions d'euros de chiffre d'affaires marqué, enfin 25 millions de budget marketing, ce qui est loin de ce que je gère. Euh, Est-ce que c'est rentable de mettre 25 millions sur la table? Comment tu fais pour savoir si c'est rentable ou pas? Qu'est-ce que tu leur racontes? Potentiellement, tu dois faire de l'éducation sur cette notion de ROI qui évolue. J'aimerais bien avoir ton expertise parce que moi, je peux t'assurer que la vision qu'on avait il y a 10 ans au Stade de France, c'est toujours la vision des grands patrons dans les boîtes aujourd'hui, hein. Ouais, bien sûr. Et alors, ta question, elle est intéressante, c'est parce qu'il y a plusieurs stades aussi dans lequel tu es dans l'entreprise. Je réponds à ta question concrètement. Je pense qu'il faut dézoomer sur ces aspects-là. Moi, je dis, si on reprend notre sujet, ce que tu disais assez bien, globalement juste et précisément faux. À un moment donné, tu te dis, je lance une action, je monte un service digital marketing, je mets euh, plusieurs centaines de milliers d'euros sur la table. Je suis un grand compte, je suis dans le groupe Vinci, tel que tu viens de le citer. Euh, je lance une équipe. Quand tu regardes trimestre par trimestre, en fait, sur des grands comptes comme ça, ils ont une activité finalement beaucoup plus prévisible qu'un petit. Ils ont des taux de croissance marché qui se répliquent assez facilement. Et tu peux juste déjà dézoomer complètement et se dire, attends, sur 5 années, si je regarde ma courbe d'évolution de juste mes conversions de mes commandes et de mon écart à l'année précédente par trimestre, qu'est-ce qui se passe? Dans quel trend je suis? Donc souvent, sur l'aspect grand compte, tu vas être dans des choses très linéaires, très robustes parce qu'il y a des effets de volume qui font que tout ça est robuste. Si tu mets en face de cette tendance générale, la partie hausse des coûts structurelle, publicitaire, etc., tu vas avoir, je sais pas, en 2021, ils ont lancé le digital, ils ont mis des équipes, des coûts, etc. Tu vas avoir une inflexion de tes coûts en fait sur ça. Et ben en fait, tu vas pouvoir voir déjà de manière globale, générale, sans partir micro, mais à ton directeur général, tu vas pouvoir lui dire, eh ben, tu vois, on était sur une traîne naturelle de plus 5. Bah, dès qu'on a mis une inflexion de coût de 2 millions de 2 millions d'euros par an ou de quelques centaines de milliers d'euros par an, il s'est passé ça sur la courbe top line générale. Donc, je peux en fait déjà essayer de manière globale estimer ce qu'a été la dépense de mon budget marketing. Et je pense que c'est important de dézoomer sur du pluritrimestriel, voire même du pluriannuel. Parce que sinon, on rentre dans un effet micro, qu'on est toujours dans des reconductions et qu'on n'arrive pas, on se dit, mais tiens, on n'arrive pas à extraire le sujet incrémental de mon action marketing. Ça, c'est un premier point déjà. Je te coupe juste, garde tes autres points. Euh, Ça signifie que, en gros, tu dis, moi, mon PDG, il a pas besoin de savoir qu'on a fait plus 500 000 euros de chiffre d'affaires. Il a besoin de savoir que on a fait plus 5% sur le chiffre d'affaires influencé par le marketing. C'est la tendance qui prime plus que la donnée micro, parce que de toute manière, il n'a pas toutes les données micro en tête de son entreprise. Lui, il regarde que les tendances. Tendance positive, cool, pourquoi? Tendance négative, inquiétant, pourquoi? C'est ça. Moi, je pense que surtout avec les directions générales, il faut partir sur du macro et pas tomber dans le micro. Regarde ce que j'ai fait la semaine dernière sur Google Ads, avec mon agence. Faut surtout pas rentrer là-dedans. Et après, je pense qu'il faut regarder, il faut avoir des convictions
et se dire, c'est quoi mes clients, où ils sont, qu'est-ce qu'ils font, qu'est-ce qu'ils aiment. Et là, d'autres moyens, on peut leur poser aussi des questions, clients, hein, pour faire un meilleur marketing. Et après, on rentre dans des paris, des convictions, et après, on regarde l'efficacité de nos actions qu'on a préalablement définies, décidées à opérer. Ça, je pense que c'est le bon cheminement. Je pense aussi qu'il faut rester sur des notions de 80-20 avec les directions générales, c'est de se dire on regarde là où a lieu la majorité des investissements en face des bénéfices et de se dire qu'est-ce qu'on on est persuadé que c'est ça qu'il faut faire pour telle et telle raison, marcher. Et après, je rentre dans le micro pour l'optimisation et faire un meilleur marketing avec les actions et les leviers que j'ai. Et je pense que le chemin méthodologique, c'est celui-là qu'il faut avoir. Et après, vous vous outillez, vous prenez des connecteurs, vous faites ce que vous voulez, vous mettez dans les LTN, dans des LLM, etc., pour suivre et optimiser ça. Et je pense que le prérequis, c'est celui-là. Après, je pense qu'il faut pas oublier le client aussi. Moi, je pense que le client lui demande poser des questions au client parce que je- on reparlait des systèmes de mesure largement remis en question aujourd'hui. Je pense que avant on disait en 2010, on disait oui, mais la donnée déclarative, c'est faux, les clients répondent n'importe quoi, etc. Moi, je pense, c'est mon point de vue hein, qu'on peut complètement contester, mais c'est le mien, c'est de dire que euh, la donnée que vous mesurez dans vos outils analytics, elle n'est pas plus fausse aujourd'hui que les données déclaratives. Si vous demandez en page, je sais pas, on va prendre l'exemple du Stade de France. Je trouve que sur la partie VIP, loge, question de loge B2B, je trouve que de demander aux clients de manière aléatoire, il y a des bonnes façons de le faire encore, on va pas rentrer dans le détail, mais déjà de post-conversion sur la page de confirmation de commande, de conversion, de dire mais comment vous nous avez connus? Est-ce que c'était par rapport à un événement? Est-ce que c'était une publicité en général? Est-ce que c'était une recommandation? Je pense que ça, même si c'est faux, entre guillemets, c'est hyper utile. Parce que on va pouvoir déjà confronter d'où il vient pour il a été répondre ça. Parce que quand vous avez 30% des gens qui vous disent c'est une recommandation et que dans les 30%, la moitié venait en trafic de Google Ads, ça remet vraiment en question l'investissement aussi Google Ads. Ça permet de vraiment se dire, ah, mais attendez, en fait, il venait d'une reco, mais c'est quand même Google Ads qui l'aspire. Ça permet de voir un petit peu les choses. Deuxièmement, ça vous permet de voir dans les tendances, parce que même si c'est faux, si on se dit que c'est faux, qui répond un peu de manière fausse, enfin, pas toujours juste, en tendance, cette fausseté, elle reste constante. Et donc si, par exemple, je vous faites une pub radio, vous dites, bon bah voilà, j'ai mis la pub radio, il y avait 10% des gens qui cette année ont dit, je suis venu par la radio. Si l'année prochaine, pour la même question, c'est 5%, on peut se dire toute chose égale par ailleurs, j'ai quand même perdu la moitié de mon efficience ou gagner un peu d'efficience. Et je pense que même de manière globale, ça permet déjà de voir, de comprendre des choses avec de la donnée très simple qui est celle aussi de demander au client ce qu'il en pense. C'est aussi un faisceau à prendre en compte qui est. Et donc là, tu rajoutes une nouvelle complexité dans les enseignements qu'on en tire aujourd'hui, c'est que l'analyse de la data digitale, de la data marketing, ça se fait sur le long terme. Alors voilà, moi oui, oui, je pense que c'est, on peut toujours, ça fait partie de débats de plusieurs dizaines d'années, ça, mais euh, faire un marketing sur un plan. Alors ça, moi, je pense que ça dépend un peu. Si vous êtes sur un sujet purement équipement, prenons un cas SaaS. Je fais un outil d'emailing SaaS. Je pense que c'est un sujet d'équipement. Vous vous positionnez sur du Google Ads pour être là, vous pouvez quand même avoir des retours de perf assez rapides sur ce type de canal marketing quand même. De ça, vous pouvez rapidement voir si l'action de promouvoir son service, son produit sur un sujet comme Google Ads en équipement, on peut rapidement avoir des éléments de réponse sur la performance ou non est-ce que ça a marché. Sur des sujets où il faut non pas se mettre dans un sillage ou dans un flux de commandes ou de recherche ou alors être visible et faire du marketing beaucoup plus proche de ce qu'on se disait sur le branding, l'awareness. Là, ça se fait pas en 3 semaines. Euh, il faut, euh, euh, il faut être capable de
d'investir sur des plans pluritrimestriels et voire même sur plusieurs semestres avant de voir des choses. Et il faut bien avoir en tête si dans les budgets qu'on fait, est-ce que ce canal-là, pour tenir plus de 6 mois, est-ce qu'il il est hors de portée ou non? Bah, l'un des exemples, je pense, le plus parlant là-dessus, et on l'avait abordé en préparant cette interview-là, c'est le Black Friday. Pour avoir une vraie tendance de est-ce que mon Black Friday il a bien performé ou pas, en fait, faut que tu compares ton business généré sur le Black Friday vs N-1. Oui, ouais, tout à fait. Alors ça aussi, c'est un sujet ce que j'aime bien, c'est que on a évoqué dans les types de données qu'on veut regarder la partie effectivement voix du client, nos avis, notre exposition publicitaire, notre conversion on-site. C'est ça qu'il faut regarder et mettre au même endroit. Mais il y a aussi, on parle assez peu dans la lecture de la performance marketing, de la mettre en face de la générosité promotionnelle pendant les Black Friday. Parce que souvent, en fait, ce qu'on voit, je prends toujours mon cas du lundi matin, dans les performances hebdomadaires, on va Parce lire que une c'est perf. souvent le lundi Oui, matin, c'est souvent hein. le lundi matin Moi, que ça c'est se le passe. lundi C'est peut-être pour ça. matin, 9h30, voilà, hein. C'est peut-être pour ça que je cite cet exemple, effectivement. Et en gros, c'est vrai qu'on va lire des performances de campagne Google Ads avec le prisme Google Analytics, Google Ads, sans regarder, on va regarder ça par rapport à l'année dernière, sans regarder la générosité promotionnelle que j'ai pu faire en comparaison. Euh, Par exemple, on va reprendre l'exemple d'un e-commerçant, même d'un SaaS, hein, il fait une politique promotionnelle, livraison de frais de port offert pour l'e-commerce, 30 jours gratuits, 30 jours d'essai gratuits pour du SaaS. Si on a fait une générosité promotionnelle qui était en tout cas moins généreuse, une politique promotionnelle moins généreuse l'année d'avant, et qu'on compare des résultats de performance avec l'année d'avant, il faut bien regarder ça parce que là, quand vous regardez vos chiffres Google Analytics, bah, vos campagnes vont avoir un taux de conversion beaucoup supérieur, un coût par commande inférieur, un coût par conversion inférieur, des perfs superbes. Alors qu'en fait, finalement, c'est pas les performances Google Ads et les performances de vos analytics, elles ont été portées par une politique promotionnelle qui est celle de l'animation commerciale. Et ça, c'est vraiment important de l'avoir en tête. C'est pas forcément la campagne, ce qu'on a fait sur la campagne qui a créé la performance. Alors, c'est tout l'importance de définir ce que tu appelles, je te cite, une source unique de vérité. C'est-à-dire qu'en effet, pour analyser le Black Friday, faut pas parler de chiffre d'affaires, faut parler de ROAS. Et de comparer ton ROAS vs une autre période, de dire, malgré la remise, malgré les frais de port offerts, etc., est-ce que mon seuil de rentabilité d'un point de vue e-commerce a été meilleur pendant le Black Friday ou pas? Parce que en fait, sinon, c'est juste une opération de com. Oui, c'est ça. C'est exactement ça. Il faut réussir à isoler les temps comparables. Euh, alors, je pense aussi à un exemple concret hein, du quotidien chez nos amis e-commerçants qui ont plutôt des tailles d'ailleurs middle market PME. Ils vont souvent aussi euh, proposer leur catalogue produit sur des marketplaces. Et ben en fait, ils vont ressentir dans leurs chiffres des performances marketplace qui sont très dépendantes de leur politique commerciale, eux, sur leurs canaux de vente à eux. Et là, finalement, leur lecture va être un arbitrage entre le prix le chiffre d'affaires que je sacrifie pour tirer de la vente chez moi, dans ma politique promotionnelle dont j'ai la maîtrise chez moi sur mon canal de vente, et versus les marketplaces. Et donc, il y a un arbitrage à trouver. Et c'est pour ça qu'il faut aussi, dans ce que tu dis, pour reprendre ton exemple d'avoir au moins les données au même endroit, déjà juste des bons indicateurs dans le même tableau, on va parler encore plus simplement, d'avoir une vision du calendrier promotionnel que je fais, sur ces temps comparables, de regarder mon chiffre d'affaires marketplace, mon chiffre d'affaires sur mon site, net après promotion, ma dépense publicitaire, et est-ce que quand je somme ça, est-ce que l'un compense l'autre? Est-ce que ça valait le coup de la générosité promotionnelle, valait le coup sur les temps que j'ai identifiés comme étant les temps comparables de ces deux opportunités-là?
Et ce que je conseille aussi de le faire, c'est maintenant qu'il y a les LLM, ils peuvent aussi aider là ces analyses qui peuvent parfois être compliquées en termes de traitement de données. Si vous savez bien définir dans un LLM, dire bah voilà, ça c'était mon calendrier promotionnel. Je vends aussi sur des marketplaces. Voilà ce que j'avais en temps fort sur mes prix. Voilà les ventes que j'ai eues. Voilà mes sources de données. Je branche les données au même endroit. Il y a plein d'outils qui font ça, hein. Je parle pas que de Quanti, hein. C'est vraiment d'un aspect un peu général, mais je branche mon MCP avec voilà mon connecteur avec mon LM. Il peut vraiment aider et tout le monde, hein. Je pense qu'aujourd'hui, ça serait vraiment élargi, démocratisé. Et je pense que la clé dans ce que tu dis aussi, c'est de vraiment bien réfléchir à ce qu'on veut. Euh, Parce que la capacité technologique, c'est devenu une commodité. Et donc, ça offre vraiment des perspectives intéressantes, y compris pour les PME dont on parlait avant. Mais c'est exactement ce point-là que j'aimerais creuser peut-être pour terminer notre échange. Mais euh, au final, avoir des chiffres, c'est facile. Avoir des bons chiffres, c'est facile. Mais comment on fait pour identifier les chiffres les plus pertinents, nos fameux chiffres de référence, de se dire, bah, en fait, au lieu de parler de chiffre d'affaires, tu parles de bénéfices nets, etc. Parce qu'on se rend bien compte, notamment avec ton exemple du Black Friday, que on peut avoir des chiffres extrêmement fiables, donc technologiquement fiables, et prendre quand même des mauvaises décisions, quoi. Comment on fait pour identifier les bons chiffres et avec la bonne interprétation? Parce que j'ai souvent aussi tendance à dire qu'un chiffre, il y a tout le temps deux, voire trois façons de le lire et que c'est aussi le storytelling que tu fais autour du chiffre qui va lui donner le sens d'interprétation. Alors oui, c'est vrai, c'est d'autant plus vrai si tu remets ces chiffres et la gouvernance de ces chiffres à ton outil plutôt qu'à ce que toi tu veux. Je me répète beaucoup, hein, mais c'est Mais c'est bien, vraiment. au moins Mais tout le c'est, monde va bien comprendre le truc. il y a vraiment. Je pense que si on part de la direction stratégique générale, je pense qu'aujourd'hui vous prenez un e-commerçant, prenez le directeur général, la directrice générale de ce e-commerce. Il sait à peu près ce qu'il veut. Franchement, honnêtement, généralement, ils savent où ils veulent aller. Honnêtement, ils savent où ils veulent aller. La mesurabilité de savoir si on a atteint les étapes, parce qu'il y a des étapes dans un cap, hein. Je veux partir, c'est un peu comme je veux partir en voiture de Paris à Marseille. Je vais faire une pause à Beaune, je sais pas. Enfin voilà. Et donc, ce qui est important, c'est de savoir si on est toujours sur le cap et si les efforts qu'on a mis, les moyens qu'on a mis avec notre expertise de compréhension du monde, de l'être humain, pour faire du bon marketing, est dans ce cap-là. Et je pense que ça part de l'objectif stratégique, macrologique, on descend sur des sujets très simples, mais je pense qu'on n'a pas besoin de beaucoup d'indicateurs. De temps en temps, c'est 5 indicateurs max. On peut commencer en un zéro, commençons par 3. Et voilà, si l'objectif de la direction générale, c'est de dire, bah, de toute façon, on est très bon en fidélisation, notre enjeu, c'est qu'on peut être plus engagé sur le recrutement de nouveaux clients. Bon, ok, comment de manière globale est-on capable de mesurer qu'est-ce que c'est quoi un nouveau client? Parce que déjà ça peut répète, mais pour un e-commerçant, c'est quoi un nouveau client? C'est un client qui n'a pas commandé depuis 6 mois, puis 12, puis 18 mois. Euh, voilà, il y a déjà se mettre d'accord sur cette définition première. Et une fois qu'on a fait ça, la technologie, euh, voilà, peu importe, les collecteurs de données, enfin, ça va être très facile finalement d'aller chercher. Et on va s'apercevoir, souvent ce qui se passe, c'est que quand on part du global, de la vue macro pour descendre en micro, les données dont on a besoin, finalement, elles sont pas si nombreuses que ça. En fait, on a juste besoin de les mettre au même endroit. Et après, c'est peut-être dans le pilotage au quotidien qu'on a besoin de rentrer dans des choses plus fines, de descendre dans des outils un peu plus spécifiques. Mais en tout cas, on a besoin je pense que mon grand conseil, c'est de rester très simple, très low-tech aussi sur l'aspect pilotage et de vraiment suivre le cap de la direction générale. Voilà. Ok. Alors, si j'essaye de résumer tout notre échange,
Ce qui vont pas être simples. Mais au moins, pour être sûr qu'on a abordé tous les points et tous les conseils aussi que tu voulais partager avec nous, on sent bien qu'on est dans un point de bascule sur la question. Avant, on parlait 10 euros investis, combien ça me fait de chiffre d'affaires. Aujourd'hui, tu dis, c'est plus du tout ça qu'il faut faire, parce que de toute manière, ton chiffre d'affaires généré, il est pas fiable. Il y a 1 milliard de possibilités qui fait varier le truc, le modèle d'attribution. Enfin, on va pas refaire toute l'histoire, etc. Donc, il faut éduquer. Il faut éduquer par les personnes qui font. Donc, déjà, par les services marketing. Le service marketing, arrêtez d'essayer de tout suivre, rester focus sur les métriques les plus importantes à chaque étape du funnel. Quand on parle de visibilité, quand on parle de taux de conversion, quand on parle de conversion de MQL en SQL, réfléchissez à quels sont les KPI les plus importants à chaque étape et surtout définissez des datas de référence dans chacun de ces modèles-là et de dire on va analyser la visibilité sur Meta Ads dans l'outil Meta Ads et ça va être la portée de notre publication et ça va être ça notre modèle de référence. Et une fois qu'on a bien déterminé ces modèles de référence, au final, on va suivre les tendances et ça va être les tendances qui vont nous permettre de rentrer dans l'analyse et de se dire, bah là, on a une forte augmentation, on va essayer de comprendre pourquoi. Est-ce que c'est lié à la promotion? Est-ce que c'est lié à l'attractivité d'un discours, l'attractivité d'un nouveau produit sur la partie e-commerce, etc. Ou est-ce que c'est lié vraiment à un truc qu'on a changé dans nos paramètres? Donc de bien aussi de référencer toutes les actions qu'on peut faire qui peuvent influencer les tendances. Et surtout, euh, ce marketing-là, c'est de s'assurer de bien interpréter les chiffres en ayant une vue à 360 la plus globale, et surtout de faire de la pédagogie aussi en interne auprès du top management pour leur dire arrêtez de faire 1 plus 1 égale 2, parce qu'en fait, dans le digital, 1 plus 1 égale 3, 4 ou 5 en fonction de là où vous regardez. Nous, ce qui va nous intéresser, c'est la tendance. Et ce qui intéresse au final les grands patrons, ce sont les tendances. Tendances baissières, tendances augmentation exponentielle. C'est ça qui va prendre vraiment l'attention. Est-ce que j'ai tout résumé ou il manque une notion? Alors, je rajouterais une légère précision. Bien sûr. Généralement, ce qu'on conseille, c'est de se mettre d'accord dans un tableur, dans un simple Google Sheet et dans un Excel, de ce qu'on veut voir. Parce que, voilà, pour un conseil un peu concret, parce que déjà, le tableur en Excel, tout le monde l'utilise dans l'organisation. Tout le monde sait ouvrir un tableur. Avec la direction générale jusque la personne plus junior qui vient d'arriver. Et, et, euh, et ça, c'est un premier point. Et ça permet de rentrer, voilà, dans une logique où on s'est vraiment bien mis d'accord. Et après, on déroule sur la donnée. Déjà, les discussions se créent autour d'un tableau. Et je pense que ça permet de vraiment rester simple, parce que tout outil qui amène de la complexité crée, en plus des coûts, crée des pertes de temps et décrédibilise le leadership. C'est ça aussi que les effets, les coûts cachés de la complexité dans les organisations, c'est cela. C'est quand vous êtes directeur marketing, vous avez fait confiance, vous avez acheté une promesse d'un outil et qu'elle est remise en question euh, par d'autres outils, par d'autres hypothèses de calcul, etc. Et on est rentré par la technologie, on est décrédibilisé après, après dans ce qu'on voulait dire. Donc si on se met d'accord en amont, de la manière la plus simple possible, on gagne un peu de temps. Super. Merci beaucoup pour tous ces conseils. Euh, on arrive sur la fin. On arrive sur la fin de l'interview et c'est la partie la plus compliquée pour toi parce qu'il va falloir que tu répondes de façon brève aux questions. Et si tu réussis l'exercice, tu auras le droit à avoir ta petite minute promo. D'accord? Ok, Euh, vendu. Vendu. pour celles et ceux qui veulent creuser le sujet analytics, etc., est-ce que tu as une ressource que tu recommandes, une vidéo, un podcast, une étude, un livre alors un livre, j'imagine que pas trop, ou quoique, je sais pas. Ah si, alors oui, tiens, alors je pense que sur la partie marketing, euh,
Et j'en profite pour remercier, à mon avis, même David Saïd m'a fait, d'avoir fait découvrir ce livre. C'est Drayton Bird, Le marketing, une affaire de bon sens. C'est un livre qui est très vieux, mais qui rappelle les très grands fondamentaux de la distribution à distance dans les années 80. Je pense que ça permet de revenir sur les fondamentaux. Sur la partie, encore une fois, lecture, je compte sur la partie simplicité et comment éviter les pièges de l'obésité et l'inflation de la complexité dans les organisations. Il y a un super livre de Yves Morieux qui s'appelle Smart Simplicity, qu'il faut lire en plusieurs fois parce qu'il est un peu coton, mais qui vaut le temps de lecture. Euh, mais bien sûr, je conseille ton podcast, Kevin, c'est évident. Ah, c'est gentil, quel âge Mais oui, blotte. non, mais je pense que pour rester à jour de ce qui se passe, je pense que c'est super ton point hebdo, notamment que C'est tu gentil. fais, le format Focus. Je te remercie encore pour l'invitation. Je pense que l'épisode avec Sébastien Brossois, Focus, précédent, avant moi, était hyper intéressant. Et donc, moi, je recommande d'écouter ça. Et puis, c'est Mais écoute, déjà pas mal. on mettra le lien en commentaire. Merci Et puis, beaucoup. c'est déjà super. Et puis, il y a plein de, moi, je pense qu'il y a plein de feeds intéressants. Mais moi, j'aime bien les temps de lecture pour plonger, parce que ça permet vraiment d'apprendre et de sortir de ces temps pour la journée dont on est tous un peu victimes. Toujours en essayant d'être encore un peu plus rapide sur la Encore un peu plus réponse, rapide, ça marche. parce Je vais qu'après essayer. tu vas louper ton train, Mhm. hein. Ton quick win préféré pour améliorer la mesure marketing là quand tu arrives sur un compte Lire les avis clients et euh, lire les avis clients et demander au client jusqu'à quel coût par conversion il estime que Google Ads n'est plus rentable. Hein. Voilà. Écoute, moi je pense que non, non, mais je pense que pour simplifier ça, lire les avis clients et regarder les tendances de hausse des CPC, des outils payants comme des plateformes payantes comme Google Ads, Meta, Et sur je plusieurs pense années. aussi que ton conseil, qui est une technique marketing vieille comme le monde, de dire, bah, vous avez converti, mais qu'est-ce qui vous a amené jusqu'à nous, est aussi un super bon quick win parce qu'en fait, c'est simple à mettre en œuvre. Et parfois, on se dit que le levier, c'est le SEO. Et au final, ce que retient le client, c'est pas le SEO, c'est la pub LinkedIn qu'il a pas cliqué, mais qu'il a vu et que derrière, euh, qu'il est venu en recherche par la marque, etc. Et du coup, en termes de perception d'impact, de dire, bah, ok, ma publicité LinkedIn, elle marche pas, mais en fait, bah, si, elle marche, c'est juste que les gens, ils ont pas cliqué dessus, à comprendre pourquoi. Il y a peut-être des sujets de créa, de composition et tout, et que ça permet de redonner de la valeur un peu à ce côté très omnicanal des stratégies marketing. Tout à fait. Euh, la leçon la plus marquante que tu retiens de ces dernières années en matière de web analyse, c'est quoi? Alors la leçon, alors j'en ai déjà parlé, hein, mais je Oui. pense que si je devais résumer de manière très concise, c'est que la donnée la plus simple et parfois considérée comme étant fausse peut être la plus utile. Ok. Ça aussi, Exemple, ça mérite. exemple, Ouais. exemple, ton formulaire de déclaration client, en page de confirmation de commande, pour savoir d'où il est venu. Euh, Tu vois, je vais donner un exemple. Si, c'était une grande ancienne distribution il y a quelques années. On demandait pourquoi les gens venaient sur le site. Et ils disaient 75%, je suis venu préparer mon achat en magasin. Et ben déjà, rien que cette question-là, c'est une question très simple. Elle est considérée comme étant fausse parce que certaines personnes peuvent dire oui, mais c'est déclaratif, donc c'est faux. Et pourtant, elle est très utile parce qu'elle oriente complètement ce que vous mettez dans votre offre, comment vous orientez la proposition de valeur, etc. Très clair. Écoute, grâce au focus de Sébastien,
on a fait ce focus-là aujourd'hui. Toi, pour toi, dans les gros enjeux du marketing digital en 2026, ça serait quoi un sujet à approfondir comme ça avec un expert dans un prochain épisode de Focus? Euh, je pense que je pense que le sujet de la voix du client et de comment on sort des optimisations concrètes issues du réel, de ce que font mes concurrents, ce que disent mes clients de moi, sur mes avis ailleurs, dans nos services clients, peu importe, est un super levier d'optimisation du marketing digital dans les prochaines années. Qui plus est, collé avec ce que permet de faire l'IA. Bah oui, bah alors c'est très très drôle, hein. Les études de GIO se multiplient chaque semaine et il y a quand même un pattern très fort qui en ressort. C'est que les LLM se reposent beaucoup sur l'avis client. Sur Reddit, sur Google Avis. On va en parler dans le prochain résumé de l'actualité digitale, mais on a des études qui maintenant montrent que les LLM prennent en compte également les avis sur les réseaux sociaux. Donc en fait, ce côté marketing client, tu as raison, c'est un sujet central parce que ça a été souvent de la donnée sous-estimée. C'est vrai. Et aujourd'hui, elle est remise aussi au premier plan grâce au GIO. Donc une bonne piste pour un épisode de Focus. Faut que je trouve le bon interlocuteur. Merci Olivier. Euh, Avec plaisir. Allez, c'est ta petite minute promo. C'est à toi. Parle-moi de ce que tu as envie de ce que tu as envie. La minute promo, ah bah, écoute, c'est juste une corollaire de tout ce qu'on vient de se dire, hein. C'est vrai que si vous voulez rassembler vos données, les données qui comptent vraiment au sein d'une source de vérité, qui permettent à toute l'organisation de regarder dans le même sens, vers le même cap, sans complexité, bah nous, voilà, on aide à faire ça, concrètement, à des coûts accessibles à tous. Donc voilà, nous, on aimerait bien être vraiment la solution, enfin en tout cas coupler à des méthodologies, faire en sorte que voilà, on puisse vraiment revenir à quelque chose de simple, efficace, pragmatique et contribuer à cette dynamique-là via les sources uniques de vérité et ce que nous permet d'IA avec Quanti. Et ben donc du coup, comment on fait pour te contacter si on a envie d'en savoir plus sur ce que Quanti peut faire pour aider à mieux lire la data? Eh bien, si vous allez sur mon LinkedIn ou sur quanti.io, vous demandez un rendez-vous, je me ferai un plaisir d'échanger. Faut pas avoir peur. Si on n'est pas là, on peut aussi simplement échanger sur les problématiques avant de rentrer dans des discussions plus orientées solutions et ce qu'on propose sur notre offre. Donc voilà, je suis accessible, disponible, faut pas hésiter. Et je confirme, je pense que ça s'est vu sur cet épisode, Olivier est tout simplement passionné par son métier il parle bien volontiers du métier sans forcément pousser un truc à vendre absolument. C'est pas, c'est ça l'avantage des passionnés, on n'est pas sur de la vente très agressive. Donc n'hésitez pas à faire un premier échange avec Olivier. Promis, il vous le facturera pas. Enfin, en tout cas, pas sur le premier. Euh, Merci beaucoup pour ton temps, c'était vraiment très très cool. J'ai appris plein de trucs, j'espère que vous avez appris plein de trucs également. Et puis maintenant, je vais faire ma conclusion. Merci, j'en profite pour te remercier et remercier tous ceux qui nous écoutent. Et encore une fois, je suis très honoré d'avoir été invité. Merci encore. Merci à tous d'avoir écouté cet épisode de Focus jusqu'au bout. Si cet échange vous a permis de prendre du recul sur votre manière de mesurer la performance marketing, alors notre mission, elle est remplie. Avec Focus, notre ambition, elle est simple, vous aider à mieux comprendre pour mieux décider. Et maintenant, la discussion continue avec vous. Quel sujet stratégique aimeriez-vous que l'on creuse dans un prochain épisode? Quels sont les enjeux qui occupent vos équipes marketing en ce moment?
partagez-les en commentaire de cet épisode. On lit tout et vos idées nous aident directement à construire les prochains épisodes de Focus. Si vous avez trouvé cet épisode utile, le meilleur moyen de soutenir le podcast, c'est de le partager à un collègue, à votre équipe ou tout simplement sur LinkedIn. C'est grâce à vous que Digital Marketing for Pro continue de grandir, d'inviter des experts toujours plus passionnants et d'aller toujours plus loin dans l'analyse. En attendant le prochain épisode de Focus, on se retrouve tous les 15 jours pour notre résumé de l'actualité digitale en moins de 30 minutes, conseillé par Olivier Guillaume aujourd'hui. Alors abonnez-vous pour ne pas louper notre prochain épisode, parce que dans le digital, la vérité d'aujourd'hui n'est pas celle de demain.